Eh bien, écoutez, merci à tous d'être encore là parmi nous. On a vu que la pause déjeuner, en fait, n'avait pas dilué totalement l'Assemblée. Donc, merci. Merci. On va donc attaquer tout de suite cette table ronde sur la réglementation. Les réglementations, donc, à la fois européennes, mais aussi locales, comme en France. Et voir quelles sont aujourd'hui les opportunités et potentiellement les impacts qu'elles peuvent avoir, on va dire, sur vos développements en termes de solutions numériques. Donc aujourd'hui, trois intervenants en fait qui vont se présenter pour animer avec moi cette table ronde. Et puis on aura aussi à la fin une session de questions-réponses, donc pour si vous en avez. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. Donc Rémi, en fait, je te laisse démarrer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Rémi de Montgolfier, donc Télédiffusion de France, TDF. Historiquement, on diffuse la télévision, on diffuse la radio et on est également opérateur de data center. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est on fait partie de cette chaîne d'acteurs qui vont sécuriser la donnée sensible. Merci. Yann? Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Yann Ferrari, je suis responsable d'activité e-santé chez Axians. Axians, donc c'est une marque du groupe Vinci Énergie qui est dans l'IT historiquement et qui a créé une filiale dédiée à la santé digitale. Depuis maintenant 2 ans, donc on est éditeur de logiciels, on a développé une plateforme de télésurveillance médicale dans l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, et on développe également des logiciels d'interopérabilité pour se connecter au service stock de l'assurance maladie. Et je suis également enseignant-chercheur rattaché à l'université Toulouse 1 Capitole où j'enseigne donc le droit de la e-santé entre guillemets. Et je coordonne le parcours santé numérique du master 2 droit de la santé. Parfait, merci. Sébastien? Bonjour à tous, Sébastien Rissler. Donc moi je suis cofondateur de MyAudit Corner, une start-up qu'on vient de créer, qui a été créée cet été. On aide les fabricants de dispositifs médicaux dans leur cheminement dans la réglementation. Mais je suis plus là pour mon précédent rôle, qui était cofondateur d'une start-up qui s'appelle Doc2You, qu'on avait créée en 2020, revendue au groupe Biocinex en 2022, et pendant laquelle on a fait un dispositif médical. Donc on est passé par toute cette phase de réglementation, et du coup c'est aussi évidemment la raison pour laquelle on a créé MyAudit Corner maintenant, c'est que ça n'a pas été que de la facilité, de la simplicité, et on va en parler aujourd'hui. Parfait, merci pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, en fait, quand on parle réglementaire sur le domaine de la santé, il faut que vous ayez en tête 2 grandes familles, on va dire, parce que souvent, il y a une confusion dès le départ entre produits de santé, donc ça peut être par exemple des applications dans le domaine du bien-être, d'accord, et des dispositifs médicaux. Et c'est une clé en fait qu'il faut avoir dès le début. Nous, quand on accompagne, on va dire, des porteurs de projets, on essaye tout de suite de leur faire prendre en considération l'un ou l'autre de ces actes, parce qu'en fait, il y a des impacts qui sont importants. C'est compliqué parfois de passer de l'un à l'autre, et c'est surtout en fait les objectifs et les fonctionnalités de votre application qui vont en dépendre. Et c'est là où la réglementation a tout son intérêt. C'est que globalement, aujourd'hui, vous avez une sorte de millefeuille qui va démarrer au niveau européen et puis qui va descendre ensuite au niveau des pays. Et ces réglementations vont vous dire si vous êtes ou pas un dispositif médical. Du coup, si on commence par cette couche du millefeuille un peu supérieure au niveau de l'Union européenne, Sébastien, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu du règlement aujourd'hui autour des dispositifs médicaux, puisqu'on va principalement parler d'eux? Oui, bien sûr. Donc, alors, au niveau européen, en fait, voilà, la réglementation pour les dispositifs médicaux, ça part du règlement européen qui s'appelle le MDR 2017-745, qui n'a de drôle que son nom, et qui du coup va venir chercher tout un tas de normes, d'autres règlements, etc. Concrètement, vous allez vous retrouver avec 2 certifications à avoir, si on peut simplifier. La première, ça va être au niveau de votre entreprise, parce que dans ce règlement, il est demandé, c'est une toute petite phrase, qui dit qu'il faut avoir un système de management de la qualité. Donc du coup, vous allez devoir mettre en place tout un tas de process, de procédures, etc., qui correspondent aux exigences d'une norme. Alors, on ne va pas vous assommer avec des numéros, mais globalement, la norme ISO 13485, pour ceux que ça intéresse, et qui, du coup, va amener une certification au niveau de votre boîte, qui va, du coup, vous certifier sur votre capacité à faire un dispositif médical dans les règles de l'art. Ensuite, vous allez avoir à certifier votre produit. Donc, vous allez devoir faire un dossier technique, voilà, qui correspond aux exigences du règlement. Et là, il va y avoir tout un tas de normes qui vont découler en fonction du produit que vous faites. Typiquement, nous, chez Doc2You, c'était un produit actif, connecté,
et ça a représenté environ une trentaine de normes à appliquer. Voilà. Donc on en parlera peut-être un petit peu après, mais il y a tout un cheminement avec des organismes extérieurs qui vont venir ensuite vérifier que tout ça est conforme aux exigences pour au final vous donner cette fameuse certification, votre marquage CE dispositif médical et votre autorisation de vente. Du coup, avec. L'autre aspect à bien comprendre, c'est que en fonction de la classe de risque de votre dispositif médical, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Donc pour faire simple, il y a 4 classes de risque dans le dispositif médical. Classe 1, donc là, il n'y a pas besoin de certification externe, c'est de l'autocertification, mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, on pourra peut-être y revenir. Et ensuite, les classes au-dessus, donc 2A, 2B et 3, là, il y a besoin de l'intervention de ce qu'on appelle un organisme notifié, qui, pareil, ont un rôle extrêmement important dans le cycle de certification. D'accord. Et Yann, est-ce que tu peux nous donner un peu une sorte d'overview justement de l'histoire? Parce que le MDR, c'est plutôt récent aujourd'hui, mais pourquoi on en est arrivé là? Ou comment? Au final, c'est vrai que sur la réglementation et donc tout l'aspect juridique qui est lié à la e-santé, donc pas forcément les dispositifs médicaux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, le juridique, ça a été une sorte de révolution à l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, ce qu'il faut comprendre, si on fait un petit peu d'historique, c'est que la base du développement de nos sociétés, c'est fait par la conquête d'espaces solides, qui étaient des conquêtes de territoires, des conquêtes de bâtiments, et il y a eu ce qu'on appelle l'émergence des espaces fluides. Et donc, l'exemple type de l'espace fluide, c'est la mer, les océans. Et donc ceux qui ont vite compris que si je maîtrise les espaces fluides, je peux maîtriser les espaces solides, c'est les Anglais. Donc c'est pour ça qu'ils ont développé une marine extrêmement conquérante, compétente, pour aller conquérir ces espaces fluides. Et l'émergence en fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication a fait émerger un nouvel espace fluide à conquérir. Et ceux qui sont en avance sur cette conquête-là, c'est effectivement les Américains. On le sait avec l'émergence donc d'entreprises telles que Google, Facebook et les réseaux sociaux, etc., etc. Mais d'un point de vue juridique, effectivement, il y a eu un impact sur des pans entiers de l'activité et de la société. Et nous, dans le domaine de la santé, on s'est pris en fait ces nouvelles technologies de l'information et de la communication de plein fouet, car ça révolutionnait vraiment la relation de base entre un patient et un professionnel de santé. Souvent, je prenais l'exemple, moi, à mes étudiants, c'est que je leur dis, bon, ben, aujourd'hui, là, je peux sortir de cette salle, prendre mon smartphone et faire une téléconsultation avec un médecin qui est hollandais, basé à Thaïlande, sur une plateforme suisse. Et donc, c'est vrai que nous, ça a complètement impacté et révolutionné notre façon de faire et notre façon de penser. Et tout ça, en plus, à penser au niveau d'une réglementation européenne qui n'a pas forcément la même façon de voir les choses que des Américains, que des Asiatiques, etc. etc. Et d'ailleurs, sur les dispositifs médicaux, c'est également le cas. Je veux dire, la législation qu'on a aujourd'hui sur les dispositifs médicaux n'est pas la même aux États-Unis, n'est pas la même en Asie. Donc, on a eu effectivement une évolution et un droit à repenser donc, au niveau européen, mais avant tout au niveau national, au niveau européen, et puis après toute une sorte de séries réglementaires qui sont venues se greffer en fait à ce sorte de millefeuille compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué en matière de la santé qu'on a des aspects sécurité qui sont également extrêmement importants, et donc du coup on a ce choc entre le droit de la santé et le droit de la numérique, et le droit numérique qui n'ont pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes volontés, les mêmes souhaits et les mêmes on va dire, priorités. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des dispositifs, des législations, notamment sur les dispositifs médicaux, pas que, on reviendra aussi sur les problématiques qu'on a en termes d'interopérabilité, qui font que pour un start-upper en fait, qui débute, qui arrive, c'est effectivement compliqué, et il y a cette strate en plus dans la santé qui faisait que c'était quoi qu'il arrive compliqué avant et qui fait que ça l'est encore plus aujourd'hui. Alors merci pour cette petite évolution. Globalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, donc tu nous as parlé pour les dispositifs médicaux donc, de ce règlement donc, au niveau européen. Il y a aussi des réglementations que vous connaissez aujourd'hui, à peu près tous, qui est la RGPD, qui s'applique évidemment à notre environnement. Et vous avez depuis cette année en particulier, et qui s'implémente au fur et à mesure, tout ce qui est concernant les intelligences artificielles avec l'IA Act. Donc ça vient... C'est une couche qui vient se rajouter avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour les dispositifs médicaux, des classes de risque, mais là aussi, pour l'intelligence artificielle, d'autres classes de risque qui viennent se superposer. Dans le domaine de la santé, vous allez souvent être sur des IA, en fait, ce qu'on appelle à haut risque, et qui nécessitent
tout un tas de mises en place et de mises en place normatives autour de ce que vous avez pu développer. Donc vous voyez qu'au niveau européen, si vous devez faire plutôt simple, vous avez déjà donc le règlement MDR pour les dispositifs médicaux, la RGPD évidemment qui s'applique partout, et l'IA Act qui commence aussi à arriver. Et ensuite, quand on descend au niveau des pays, parce que l'Europe en fait peut avoir des particularités, et la France en fait partie, vous allez avoir des réglementations qui vont venir se rajouter à celles que vous pouvez trouver au niveau européen. Et du coup, Rémi, est-ce que toi tu veux nous parler justement un peu de la spécificité française concernant les hébergeurs de données de santé ? Oui. En France, effectivement, ce que vous avez décrit au niveau européen va se décliner dans tous les pays et sur tous les acteurs du numérique. Et nous, quand on héberge de la donnée, on va être soumis à une certification en France qui s'appelle le HDS, hébergeur de données de santé, qui est clé, hein, son objectif très ambitieux et assez quand même très positif, qui est de mettre en place un environnement de confiance pour faciliter la gestion du patient et la gestion des données sensibles, des données de santé. Cette certification HDS, donc elle est portée par l'ANS, l'Agence numérique de santé. C'est à l'intersection entre le RGPD et le Code de la santé publique. Donc c'est quand même des sujets qui sont assez sensibles, qui ne sont pas simples à appréhender. Et en fait, elle va porter essentiellement sur des règles de sécurité, quels sont les freins à l'accès à l'information, comment je manipule l'information, comment je manipule cette donnée. C'est une certification que l'on a pour 3 ans avec des audits annuels, donc il faut la renouveler tous les 3 ans. C'est long, c'est coûteux. Pour vous donner un exemple, une entreprise comme TDF, c'est 2 personnes à temps plein pour la HDS. Et la HDS, avant d'avoir la HDS, il faut avoir la 27001. Pardon pour les acronymes, pareil, c'est long, c'est coûteux. Donc c'est très bien, hein, c'est très très positif, mais bon voilà, il faut bien réfléchir avant de se lancer quand même. D'accord. Et moi, j'entends souvent parler de HDS de façon générique, mais il y a quand même un détail dans le HDS que souvent les gens ignorent, c'est qu'il y a des niveaux de validation. Il me semble qu'il y a 6 niveaux, c'est bien ça ? Exactement. En fait, en fonction de votre métier, que vous soyez éditeur, intégrateur, infogéreur, hébergeur, vous allez avoir une variante du HDS. Effectivement, il y a alors c'est pas 6 niveaux, c'est 6 déclinaisons un peu différentes en fonction de à quel point vous allez être proche de cette donnée. Nous, TDF, on est opérateur de data center, donc on ne touche pas à la donnée. On a uniquement, on va dire, l'environnement autour de cette donnée, la coque physique, la salle informatique. Et rien qu'à ce niveau-là, pourtant, on se dit, mais nous, finalement, on fait quoi ? On fournit de l'énergie, on fournit la fibre et on met une coque de béton autour et une détection intrusion. Déjà à ce niveau-là, vous avez des centaines de pages de réglementation qui s'appliquent pour s'assurer que le client final, qui peut être un CHU, un labo, un incubateur e-santé, puisse travailler dans cet environnement de confiance. D'accord. Alors, il y a donc en effet une particularité qui est sur les hébergeurs de données de santé, mais on en a une autre avec ce qui s'est passé il y a quelques années et qui se déploie aujourd'hui, qui s'appelle le Ségur de la santé, et qui vient aussi mettre une norme concernant tout ce qui va être échange, donc ce qu'on va appeler interopérabilité. On va avoir aussi des normes concernant en fait tout ce qui va être identité des utilisateurs, donc de savoir si c'est bien un bon médecin, le bon médecin qui l'utilise, le bon patient. Donc il y a des besoins d'interopérabilité. Et là-dessus, Yann, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? 2 mots, je pourrais en dire des tonnes et des tonnes sur l'interopérabilité qui est le thème qui revient sans cesse dans le domaine de la e-santé, sur développer l'interopérabilité, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'interopérabilité, c'est compliqué de développer des systèmes de santé compétitifs et cohérents. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place, qu'on essaye de mettre en place encore Mon Espace Santé, le DMP, entre autres, hein, il n'y a pas que ça, et faire en sorte que les logiciels puissent communiquer les uns avec les autres. Donc moi, c'est vrai que lorsque j'avais ma casquette d'enseignant à l'université, donc je parlais beaucoup d'interopérabilité, je parlais beaucoup de textes en fait d'interopérabilité, je parlais beaucoup de volonté des pouvoirs publics de développer l'interopérabilité. Et quand j'ai créé ma propre start-up et que quand je suis arrivé chez Axians, je me suis heurté à la réalité. Voilà, je me suis heurté en fait à mettre les mains dans le cambouis sur concrètement c'est quoi l'interopérabilité, comment on rend des logiciels interopérables les uns avec les autres, qu'est-ce qu'on développe en amont, pendant, après, comment on communique avec les institutions qui sont en charge en fait de ces problématiques-là. Et là, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, à titre d'exemple, donc chez Axians, en fait, on est parti du parti pris de se dire, une start-up, par exemple, elle va être intéressée pour avoir des connecteurs
pour faciliter les relations entre ses clients et l'assurance maladie. Donc, comme tu le disais, sur comment je peux aller récupérer, par exemple, un identifiant national de santé, comment je peux rentrer dans le DMP, comment je peux me connecter à ProSanté Connect. On s'est dit, bon, si on arrive à proposer ça en fait, à des startups, on va les aider dans leur accès au marché, parce qu'après, il faudra en revenir aussi, la réglementation, c'est aussi pour sécuriser son accès au marché, trouver un modèle économique derrière, quel business on développe derrière, etc. etc. Et au final, là, je me suis vraiment rendu compte qu'entre la volonté des pouvoirs publics et la réalité, il y avait un monde. Il y avait vraiment un gouffre. Donc nous, on a pu le tester, notamment en termes réglementaires, pour développer en fait des outils, des produits. Au bout d'un moment, en fait, on nous a dit oui, mais en fait, ce service-là, vous n'avez pas vraiment le droit de le faire. Voilà, au bout de plusieurs mois de développement. Donc ça remet tout en cause une façon de penser, une façon de faire. Là, on est en train de réfléchir, par exemple, à un autre connecteur pour faciliter un accès, par exemple, à un autre connecteur. Et là, en fait, on dit oui, mais si vous le faites, il faut que vous faire vous-même un audit de sécurité qui va coûter entre 10 et 15 000 euros. Alors on se dit, ah bah très bien, mais comme ça, nous, on va le prendre en charge et nos clients, ils n'auront pas à le prendre en charge. Ah si, vos clients, ils doivent aussi faire un audit de sécurité qui va coûter entre 10 et 15 000 euros. Donc concrètement, vous vous retrouvez en fait avec une volonté où vous partez sur un modèle qui est fait pour faciliter les choses, pour faire en sorte que ce soit davantage interopérable, et vous vous retrouvez en fait avec quelque part un service qui est quasiment invendable, parce que comment dire à une startup, bon ben voilà, on va vous proposer un connecteur, donc nous, il faut quand même qu'on se paye dessus sur le coût de ce mode SaaS, enfin de ce modèle économique, et en plus vous avez donc 10-15 000 euros en termes de sécurité à réaliser, à effectuer. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a d'un côté la réglementation, d'un côté en fait les volontés des pouvoirs publics, et de l'autre côté, il y a la réalité du terrain et concrètement à quoi on se confronte ou pas. Et surtout, ce que je me rends compte, notamment en termes d'interopérabilité, mais également dans d'autres domaines et d'autres éléments, c'est qu'en fait, des fois, on est dans une espèce de zone de non-dit, de non-droit. Ah, mais vous devez absolument avoir l'INS de votre patient, c'est indispensable. Mais bon, mais si je ne l'ai pas pour l'instant, on ne me tape pas sur les doigts, je ne suis pas sanctionné. Donc est-ce que je vais aller trouver un connecteur en fait, que je vais payer, je ne sais pas moi, quelques milliers d'euros, même pour une startup, c'est une somme tous les ans. Donc l'interopérabilité, pour moi, c'est un bon exemple en fait, des difficultés qu'on a aujourd'hui en termes de développement de la e-santé, en termes de réglementation de la e-santé, et c'est quelque chose qui centralise un peu, je pense, les difficultés qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment important que vous ayez en tête que, en effet, ces réglementations amènent de la complexité. Mais de notre côté, par exemple, quand on accompagne des porteurs de projets, ce que l'on voit aussi, ce sont des porteurs de projets qui arrivent et qui se disent moi, mon logiciel va être indépendant. Et qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour ces utilisateurs? Par exemple, voilà, j'ai un logiciel pour un médecin généraliste. Ça veut dire qu'il devrait dupliquer, par exemple, toutes les informations de ses patients de son logiciel de gestion vers ce nouveau système. C'est un frein qui est souvent rédhibitoire à l'accès au marché. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que surtout sur cette interopérabilité, ça doit aussi amener ensuite des facilitations sur l'usage même de vos solutions. Donc certes, c'est un investissement, c'est du temps initial, mais globalement, si vous ne le faites pas, quoi qu'il en soit, vous aurez un blocage parfois sur votre marché parce que vous allez être un peu hors sol. S'il faut ressaisir des informations sur des professionnels de santé aujourd'hui qui n'ont absolument pas le temps à ça, vous êtes sûr que votre produit ne sera pas commercialisable et personne ne le prendra. Donc c'est là où justement on va rentrer un peu dans ton exemple, Sébastien, avec Doc2You. Tu nous parles en fait que vous avez développé une solution. Comment est-ce que vous y êtes pris? Parce que on s'est connus tout au début. Ouais. C'était pas simple. Ah non, c'était pas simple. Déjà, quand on a lancé Doc2You, on avait un petit vernis réglementaire qualité. On avait identifié que c'était probablement ce qui allait dimensionner le début de l'aventure de la start-up. Dimensionner en termes de temps et dimensionner en termes de budget. Parce qu'effectivement, c'est très très long à arriver à ce marquage CE, à cette autorisation de commercialisation, parce qu'il faut d'abord faire le produit. Ensuite, il faut démontrer qu'il est safe pour le patient, pour les opérateurs autour. Il faut démontrer que cliniquement, il atteint ses performances. Donc là, il y a tout un tas de sujets. Et ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous avez toute cette documentation, donc qui représente encore une fois des milliers de pages et des centaines de documents, qui doit passer par une revue d'un organisme notifié. Et ça, cette revue, ne serait-ce que la revue, dure entre 12 et 24 mois. Voilà, donc déjà, ça, au niveau de la roadmap du projet, c'est compliqué. Là où je pense le bon choix qu'on a fait, c'est d'internaliser la compétence et la gestion du réglementaire.
Là où au début, parce que moi je suis ingénieur en système embarqué à la base, mes 2 autres associés étaient ingénieurs aussi, donc on s'est dit le réglementaire, bon on va le faire. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Non, en fait, il faut le mettre au cœur. Pour la simple et bonne raison que, comme on l'a dit, c'est complexe et transverse quand vous faites votre produit. Et en fait, si vous sous-traitez, ça ne sera pas entièrement à une seule personne et elle ne sera probablement pas experte de votre produit. Donc vous allez sous-traiter probablement à plusieurs personnes et après on se retrouve à faire le jeu des taupes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si vous avez une taupe qui sort, bam, vous tapez dessus, il y en a 2 autres qui sortent. Voilà, c'est exactement ça qui se passe. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on va avoir à régler, on va dire, un problème réglementaire, ou en tous les cas à respecter une contrainte réglementaire, sur les autres parties. Voilà. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, dans des illustrations, mais ça a un impact véritable sur comment le projet va se dérouler. Et on se retrouve avec des projets qui sont là depuis 2, 3, 4 ans, et qui n'ont même pas, j'allais dire, un dossier technique qui est terminé et prêt à passer au marquage. Donc en fait, voilà, nous on a fait ça, on l'a intégré vraiment dans les équipes, on a lu les normes, on y est allé, et en fait on est très très content, parce que maintenant, devant un auditeur, on sait quoi répondre, on a une capacité à développer des dispositifs médicaux. Alors maintenant on est sur une autre aventure, mais pendant 5 ans, on en a développé 4 en plus, et c'est allé très vite, toujours sur une équipe de 3-4 quoi. Voilà, donc ça c'est important à se dire que la réglementation n'est pas quelque chose qui est à côté, c'est vraiment quelque chose qui doit être infusé dans les équipes et dans le développement projet. D'accord, c'est un peu comme le privacy by design ou ce genre de choses, c'est prendre, on va dire, la réglementation à bras le corps pour pouvoir développer le produit. Ouais, c'est ça, la comprendre, comprendre ce qui est attendu. Alors, il n'y a pas que des choses hyper rationnelles et logiques, hein. Mais justement, si vous ne les comprenez pas et que vous les mettez de côté, elles vont ressortir, c'est sûr, et ça va faire très très mal quand elles vont ressortir. Donc oui, il faut vraiment la prendre à bras le corps. C'est une donnée d'entrée essentielle. Et sur ton projet, en fait, vous êtes parti quasiment from scratch. C'est-à-dire vous avez absolument tout développé, c'est ça? Ouais, on est parti from scratch. Alors effectivement, j'ai dit que c'était 12 à 24 mois pour avoir le marquage CE. Nous, on a eu de la chance, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on a mis 2 ans à tout faire. Donc on a créé la société en septembre 2022, on n'avait rien, juste l'idée. Et en 2 ans, du coup, on a développé le produit, industrialisé, fait les études cliniques, parce qu'il y a quand même cette partie-là aussi qui est très très longue, très compliquée, très réglementaire, hein. Et obtenu le marquage CE en novembre 2022. Donc voilà. Et effectivement, ça a été en même temps une difficulté et en même temps une chance, parce qu'on n'avait pas d'historique à respecter. On avait à prendre ce qui nous était imposé et à faire le projet autour. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, ça nous a permis d'aller finalement plus vite, mais avec le prérequis de se dire que c'est nous qui allions gérer ça depuis le début. On n'a pas tourné autour pendant très longtemps, quoi. D'accord. Et autre cas, du coup, Yann, toi, à l'inverse, donc vous n'êtes pas parti de rien. Vous, je crois que vous avez racheté une solution. Raconte-nous un peu ce parcours. Oui, effectivement, on n'est pas parti de rien. Axians, en fait, c'est une entité qui a des multiples entités partout en Europe. Et il y avait une entité Axians au Portugal qui avait déjà développé une plateforme de télésurveillance médicale dans plein de pathologies et qui vendait cette plateforme au ministère de la Santé au Portugal. Et donc, c'est la plateforme qui est utilisée dans tous les établissements publics santé au Portugal, qui se servent. Mais la spécificité en fait, qu'elle avait par rapport à notre marché à nous, c'est qu'elle n'était pas marquée CE. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils mettaient à disposition une plateforme de télésurveillance, mais comme elle était proposée par le ministère de la Santé, elle n'avait pas besoin d'être marquée CE. Donc, nous, on l'a reprise, et donc on est passé donc par tout ce parcours du combattant du marquage CE. Alors, on n'a pas tout développé du coup comme vous du début à la fin, mais on a pris cette plateforme et du coup, on est rentré ensuite dans le marquage CE. Et nous aussi, on a mis un peu moins de 24 mois. Là, on a eu le marquage CE il y a 2-3 semaines, hein, donc c'est vraiment tout nouveau, tout récent. Et croyez-moi que quand on l'a eu, ça a été la fête, quoi. On a été content. Et c'est vrai que c'est un parcours du combattant qui a des avantages également. Alors, je rejoins ce que tu disais hein, sur réfléchir un peu la structure d'une entreprise, comment la composer. Donc, il faut internaliser les compétences. Je suis
complètement d'accord avec ça. Nous, c'est ce qu'on a fait. Alors, bien sûr, on passe aussi par de la presta externe, mais on a internalisé les compétences. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé il y a un an, en fait, dans Axians, on m'a mis dans une salle avec notre responsable donc, de la qualité, du SMQ, qui m'a présenté plein de tableaux. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, je ne voyais pas l'intérêt, vraiment, je n'arrivais pas à percevoir pourquoi on faisait ça. Et puis, si, au final, j'ai complètement compris l'importance que ça avait. Et donc, effectivement, passer par toute cette phase-là, ça permet quand même de structurer une entreprise, ça permet en fait d'avoir des référentiels et des réflexes en fait à avoir et à ne pas rater. D'accord. Et donc là, vous voyez que la même solution, et pourtant le Portugal c'est l'Europe, hein, la même solution au Portugal, alors certes elle a été développée par un État, donc parfois ça peut faciliter les choses, mais en tout cas vous voyez que les réglementations changent aussi, donc on a parlé de l'interopérabilité ou du HDS en France, mais si vous allez en Allemagne c'est pareil, ou si vous allez dans d'autres pays, vous pouvez avoir des spécialités un peu locales qui vous demandent parfois de refaire des études cliniques pour redémontrer la démonstration de l'efficacité de votre produit. Donc oui, même si l'Europe est plutôt unifiée, il reste encore des choses particulières. Et il y a un point qui était important, donc là on a vu plutôt sur la partie développement pour avoir ces certifications, mais c'est dès le début qu'il faut que vous ayez, on va dire, cette vision, comme l'a expliqué Sébastien, de quelle est ma valeur ajoutée dans mon entreprise, qu'est-ce que j'internalise, qu'est-ce que j'externalise, quelles sont les valeurs que je vais pouvoir apporter avec mes équipes. Et cette stratégie, elle est là aussi sur vos choix, par exemple, sur les hébergements. Aujourd'hui, par exemple, des hébergeurs de données de santé, vous en avez des Français et vous en avez des étrangers. Et ça, aujourd'hui, par exemple, la souveraineté en fait, des données, vous en entendez parler. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Émile, par rapport à ça ? Oui, je vais prendre un exemple, un cas d'école qu'on a eu assez récemment avec un CHU. Alors on est assez loin de la start-up, mais vous allez voir que même un CHU parfois, entre guillemets, jette l'éponge par rapport à cette complexité réglementaire. Historiquement, les CHU en France ont tous leur propre data center. Ils ont leur propre salle informatique, c'était plus simple, c'était plus sécurisé, et à l'époque c'était quand même assez facile à monter. Et là on a eu le cas d'un CHU, le CHU de Bordeaux, qui doit, donc, comme tout le monde, comme il héberge de la donnée, ses propres données, il doit être certifié HDS. Et il a fait le calcul que c'était moins onéreux d'externaliser sa salle, de nous la confier. Donc ils sont hébergés maintenant chez TDF à Bordeaux. Ça lui coûtait moins cher d'externaliser donc sa salle et quelque part de nous déléguer la certification HDS plutôt que de devoir la passer pour sa propre infrastructure qui était un peu vieillissante et il y avait un coût de ce qu'on appelle de rétrofit, un coût de mise à niveau de l'infrastructure. Et donc on voit que même au niveau d'un CHU, on a ce coût et cette complexité qui, alors que ce sont des sachants, hein, je pense que eux, clairement, ils ont internalisé la compétence. Mais ils ont externalisé la salle. Et en fait, cet exemple, il pose la question de ce que vous disiez très justement, ce que j'internalise, ce que j'externalise et avec qui je pars dans l'aventure. Quand on parle de HDS, quand on parle de marque HCE, en fait, on parle de confiance. Et donc c'est ça, pour moi, c'est la question clé, c'est avec qui je m'embarque dans cette aventure qui va durer, je veux monter une start-up qui va durer des années, qui sont les partenaires de confiance. Et ces choix, ils vous engagent dans la durée parce que une fois que vous avez choisi de vous héberger chez TDF, vous n'en bougerez plus. Une migration IT, pour ne pas la nommer, une migration de salle, c'est littéralement une opération à cœur ouvert. Le CHU ne va pas fermer, de Bordeaux ne va pas fermer parce qu'il faut passer le serveur de l'autre côté de la rue. Ça n'arrive pas. Donc vous êtes sur des enjeux numériques ultra compliqués. Donc effectivement, dès le premier jour, avec qui je pars, qui sont mes partenaires, en qui j'ai confiance et avec qui je sais que dans 5 ans, je serai encore en train de collaborer. Oui, nous sur les accompagnements, c'est aussi un point qu'on l'on voit régulièrement, c'est que vous pouvez avoir en fait des gros acteurs qui vous amènent tout un tas de services, par exemple autour de l'hébergement, si ce n'est qu'en fait ces services sont souvent, on va dire, impactants sur votre développement. Et derrière, c'est un peu la façon qu'ils peuvent avoir de vous capturer, c'est-à-dire en fait qu'une fois que vous avez développé avec leurs outils, votre solution, vous ne pouvez pas la redévelopper en migrant, par exemple, ou tout simplement parce que vous l'avez déjà fait valider. Quand on parle, on va dire, de plusieurs années pour valider un dispositif médical, si vous êtes planté dès le début, que vous devez redévelopper certaines fonctionnalités parce que vous voulez partir d'un hébergeur, par exemple, américain, qui vous a amené des services autour de lesquels vous avez construit votre solution, vous êtes pieds et poings liés. Donc ça, c'est vraiment important. De la même façon que si vous internalisez ou vous externalisez, par exemple, le développement, ne serait-ce que ça. Tout à l'heure, Sébastien parlait de la norme 13485. Si vous n'avez pas un développeur qui est certifié,
Ça va être à vous de démontrer par un audit qu'il a travaillé conformément à la réglementation. Donc imaginez si vous avez déjà investi même une petite somme, 50 000 € par exemple, dans une application en vous disant je veux aller dans le domaine de la santé, mais que vous l'avez fait par votre voisin ou par quelqu'un que vous connaissez ou même par un développeur qui n'est juste pas qualifié, vous devrez refaire les choses ou alors lui demander de refaire une documentation. C'est quelque chose de très lourd. On a eu le cas, nous, et là encore avec un établissement de santé qui a fait développer ça par une société non accréditée. La mise à niveau pour être conforme à la 13485, c'était 100 000 €. Une année, 100 000 balles. Donc vous imaginez bien en fait que ça peut être rédhibitoire pour la vie de votre produit. Donc anticiper, je pense que ça c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. Vous ne pouvez pas tout couvrir, mais essayez à travers des réseaux, à travers je dirais des conseils, de anticiper les choses qui pourraient à terme être problématiques. Et du coup, si on parle, là on a parlé de c'est compliqué, mais tu as très bien montré l'exemple, Sébastien, c'est que c'est compliqué, mais on n'a pas besoin d'être 100 non plus. Vous étiez quelques-uns et vous y avez réussi. Du coup, pour toi, cette réglementation, c'est quoi? C'est plutôt une opportunité, un frein? C'est une très bonne question. Quand on est dedans, c'est un frein. Clairement, c'est douloureux, on va dire. Maintenant, comme l'a dit Yann, ça structure une entreprise aussi. Quand justement on prend ça à temps, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'il va falloir s'y mettre et qu'il faut y réfléchir, en fait, on se pose les bonnes questions. On se pose les bonnes questions sur son entreprise en elle-même, sur la partie vraiment système de management de la qualité, quels sont mes processus, comment je les organise, etc. Et sur le produit. Je prends un exemple, l'entrée du dossier technique d'un dispositif médical, c'est ce qu'on appelle l'intended use, en français c'est destination d'usage, je crois que c'est ça. En fait, rien que ça, vous perdez la moitié des équipes marketing quand vous leur demandez c'est quoi alors l'intended use. Parce que du coup, c'est un peu tout, c'est un peu rien, ça va changer, on ne sait pas, mais du coup, en fait, c'est quoi le business, c'est quoi. Enfin, et en fait, il faut figer ça dès le début. Et ça, en fait, si on arrive à le figer dès le début, toute la suite, pas que sur la partie réglementation, finalement, se déroule un petit peu mieux. Donc il y a déjà cette partie-là qui est quand même une opportunité. Après, on l'a dit, ça coûte cher, c'est très long. Donc si on l'a pris en compte, c'est OK. Dans le cadre des startups qui sont dans une logique de levée de fonds, c'est un vrai sujet. Des investisseurs que vous allez aller voir en fonction de l'étape, parce que globalement, il y en a pas de marque HCE, pas de fonds. Voilà, vous avez beau leur montrer tout un tas de trucs, et comme quoi ça avance bien, ça suffit pas forcément. Et après, une fois que vous l'avez, c'est aussi du coup une vraie opportunité, parce que c'est d'une part une barrière à l'entrée et c'est une vraie valeur. Nous, clairement, si je fais le retour d'expérience sur, on a été racheté donc par un groupe, on a clairement été racheté parce qu'on avait notre marque HCE et parce qu'on a fait des études cliniques qui ont donné des bons résultats, etc. C'est une vraie valeur intrinsèque. Donc c'est aussi une opportunité. Mais voilà, tout en étant conscient que, pour donner un peu des exemples, pour une équipe de 3 personnes, une entreprise de 3 personnes, c'est 600 pages de procédure. Donc du coup, quand vous allez être audité, parce que c'est ça qu'on n'a pas dit, mais du coup tous les ans vous êtes audité, en plus des audits sur les dossiers techniques des produits. Sur 600 pages de procédure, à 3, je ne vous parle même pas des 300 documents que constitue un dossier technique, vous ne savez pas si vous êtes vraiment conforme ou pas. Bon, là, j'en profite pour parler un peu de My Audit Corner, parce que c'est ça qu'on vient gérer, en fait. Parce que finalement, les équipes réglementaires, au bout d'un moment, ça devient des champions du contrôle F. On cherche dans les documents si on est conforme ou pas, mais bon, on ne sait pas vraiment si on a passé tout au crible. Voilà, My Audit Corner, on vient régler ce problème-là avec du coup un système à base d'intelligence artificielle qui va faire l'équivalent d'un audit de 10 jours humain en 1 heure. Et ça, vous pouvez le faire tourner tous les jours et du coup savoir si vous êtes conforme ou pas. Et en fait, c'est ça que je disais en introduction, c'est qu'on a créé My Audit Corner en réponse à ce qu'on a vécu depuis 5 ans comme difficulté sur la réglementation. Parce qu'une fois que vous enlevez ça, il reste plein d'opportunités. Des opportunités, encore une fois, stratégiques, de positionnement marché, de business, de barrières à l'entrée par rapport aux compétiteurs. Mais voilà, il faut être conscient que ce n'est pas que ça. D'accord. Et Yann et Rémi, si vous aviez justement des conseils à donner par rapport à vos expériences? Alors des conseils, après, c'est vrai que si on reprend la question franc-opportunité, pour nous, on n'a pas eu le choix. En fait. On était obligé d'être marqué CE pour accéder au marché. Donc si on n'est pas marqué CE, on ne peut pas développer notre business. Donc c'est forcément une opportunité. Après, on pourrait aussi... voilà, je pense qu'il y a un débat, une discussion à avoir. Est-ce qu'on n'est pas un peu too much dans les demandes? Nous, on a une plateforme de télésurveillance médicale, on nous demande d'être classe 2A, alors que bon, au final, on ne fait pas de
c'est juste de la gestion d'alerte, en fait, entre guillemets. Bien sûr, c'est beaucoup plus développé que ça, mais on n'est pas dans des choses hyper compliquées. Et c'était quoi la question du coup initiale? Et puis du coup, un conseil. Ah, un conseil. Non, un conseil, effectivement, j'ai presque envie de dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais comme le disait Sébastien, il faut bien déterminer dès le début où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller, est-ce qu'un marquage CE est opportun ou pas. Encore une fois, nous, on n'avait pas le choix, donc des fois, il y a des business, il y a des marchés, vous êtes obligé d'être marqué CE. Et le conseil, c'est d'internaliser les compétences et également se faire entourer par des professionnels qui vont vous aider dès le début. En fait, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de se planter dès le début et de perdre 3, 4, 5 mois, surtout pour une startup. Rémi? Oui, je pense que l'essentiel a été dit, et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est choisissez bien avec qui vous partez et gardez bien en tête que les choix que vous faites au début, ça vous engage dans la durée. Hein. On change pas de prestataire comme ça. Et puis pour répondre à la question, effectivement, moi je pense que c'est une chance. Alors oui, c'est des coûts, c'est de la complexité, mais c'est une chance pour la France parce que la France est souvent en avance sur ces sujets de protection de la donnée. Le RGPD est quand même né en France et souvent ça va se décliner au niveau européen. Donc c'est une chance. Si on est prêt en France, vous serez prêt après à attaquer le marché européen. Donc ça c'est un point. Je pense que c'est quand même un point à garder en tête. Ouais, c'est vrai que le HDS est en train de se diffuser au niveau européen, avec un espace européen des données de santé, une interopérabilité aussi au niveau européen. Donc ça, vu le temps que ça prend déjà pour un État, bon, je pense, ça nous prendra encore un peu de temps au niveau européen, mais l'idée elle est vraiment là, c'est que plus vous anticipez et moins vous arrivez devant un mur en vous disant merde, j'ai plus les capacités de le franchir. Donc ce que je vous propose pour conclure cette table ronde, c'est de répondre à vos questions. Donc, dans la salle, je ne sais pas s'il y a des micros qui se promènent. Est-ce qu'il y a des questions où on a été suffisamment clair pour que... si, il y a une main qui s'est levée. Le micro arrive. Bonjour. Moi, j'ai une question qui va être, un sujet qui n'a pas été posé. C'est plutôt le côté humain de l'aventure. Parce qu'on parle de réglementation, on parle de plein de choses à faire, mais en tant qu'entrepreneuse et solopreneuse, moi j'ai une question pour toi Sébastien, peut-être pour toi aussi Yann, qu'est-ce qui vous fait tenir pendant 2 ans d'incertitude de est-ce que ce que je fais va servir demain? Parce que bon, il y a le côté financier, mais il y a surtout le côté faire peut-être pour rien. Voilà, j'aurais cette question. C'est une très bonne question qui est plus de l'ordre de pourquoi on entreprend en fait. Parce que ce soit dans le DM ou avec ces barrières de la réglementation ou autre, je pense que tous les entrepreneurs se prennent des murs et passent au-dessus ou pas. Et du coup, la base de la base, c'est que tu as la conviction que ce que tu fais sert. Voilà. Et après, finalement, la réglementation, c'est une barrière qui arrive comme ça, et puis faut la sauter d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Bon, nous, on est 3. Je dis on est 3 parce que dans Melody Corner, on est les mêmes 3. Donc ça veut dire qu'a priori, ça s'est bien passé au niveau humain. Et ça a été un vrai... Quand tu as dit, quand vous avez eu le marquage chez eux, vous avez fait la fête, je peux te dire que nous, on a fait la fête. C'était un vrai truc de cohésion. En fait. On aurait dû la faire ensemble. Ah ouais, ça a bien donné. Ouais. Donc oui, c'est un vrai truc de cohésion humain parce que en fait, tu es dans l'adversité et t'es ensemble. Et du coup, quand tu as un coup dur, tu as un coup au moral, et en fait, tu te rappelles que tu es là parce que tu as la conviction que ce que tu fais sert. Voilà. Et ça, c'est important. Et du coup, je rajoute un truc sur le côté conseil parce que du coup, moi, ce qui nous a, je pense, amené le plus de valeur et ce qui nous a aidé à naviguer dans tout ça, c'est qu'on échangeait beaucoup avec les autres fabricants de dispositifs médicaux. Il faut bien s'entourer, il faut avoir des bons conseils, des bons consultants, etc., s'il y a besoin. Mais honnêtement, quand on parle de la réglementation, quand vous allez parler de ça avec un fabricant de dispositifs médicaux, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus rien. On est tous dans le même bateau et on se donne des petits tips et on se dit, parce que, voilà, encore une fois, les organismes notifiés, ils sont censés être tous les mêmes, mais c'est pas vrai. Les labos, ils sont tous les mêmes, mais c'est pas vrai. C'est pas méchant, c'est juste qu'eux aussi, c'est hyper compliqué pour eux, en fait. Et ça, c'est très, très important. Et j'allais dire, ça rejoint un peu quand même la question sur l'humain, c'est que là, dans l'adversité, même les concurrents deviennent presque
des copains, quoi. Ouais. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est que moi j'ai aussi une expérience sur l'entrepreneuriat, parce que j'ai créé ma première société, j'avais 23 ans, j'ai vendu la dernière c'était en 2018, donc vous voyez, j'en ai fait quelques-unes, et j'ai eu cette expérience solo. Mais quand j'ai démarré, en fait, tous ces réseaux, comme la Mêlée par exemple, ou d'autres, n'existaient pas. Et ça aussi, ça peut éviter d'être seul en fait en tant que dirigeant d'entreprise, que d'avoir des réseaux autour de soi. Il y a Eurobiomètre dans la région. On a une des régions les plus dynamiques avec l'Occitanie autour de ça. Donc il faut aussi se faire entourer par ces réseaux. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'échanger avec soit ce qu'on va appeler des pairs ou d'autres structures, ça permet parfois de se dire j'en peux plus, moi non plus, bah allez, viens, on repart ensemble et de se remotiver. Oui, bah moi je partage complètement ce qui a été dit. Après nous, c'est vrai que c'est un contexte un peu différent. On est en mode start-up, mais dans un grand groupe, donc en fait on n'a pas aussi ces enjeux derrière de se dire bon, bah, on met tant d'argent, est-ce qu'on arrivera à la fin ou pas. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment des vagues d'émotions humainement. C'est des vagues d'émotions parce qu'on va avoir des nouvelles positives, on attend le retour de notre certificateur, on est tous là devant notre boîte mail. Est-ce qu'on va avoir des remarques, des questions et on attend, on lit, puis il faut relire 8 fois parce que c'est tellement pas clair ce qu'ils disent que donc on relit, on relit et puis on se dit ouais c'est bon, ouais je crois que c'est bon, mais non en fait non. Enfin bon voilà. Donc c'est des émotions, on n'arrête pas. Donc effectivement quand on l'a, c'est une libération, mais nous, par exemple, c'est pas encore fini quelque part pour accéder au marché parce que maintenant qu'on a le marquage chez eux, on part dans tout le process pour obtenir le remboursement de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a cette première étape-là, c'est fait, voilà, on est content. Et bon, maintenant, il y a une autre étape, on va nous reposer des questions. On pensait que ça allait être une formalité, mais au final, c'est pas si simple que ça. Et on repart donc dans un état. Mais par contre, ça soude une équipe. Enfin, je pense que sincèrement, effectivement, quand on y arrive, ça soude une équipe, quoi. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce que tu seras sur le marché remboursé que ça va s'arrêter. Parce que la bonne nouvelle, c'est que, comme le disait Sébastien, il faut repasser les certifications régulièrement, quoi qu'il en soit, et vous avez des obligations de suivre l'évolution de vos dispositifs médicaux quand ils sont sur le marché, puisqu'en effet, on a démontré souvent, on va dire, la performance de son dispositif médical à travers une étude clinique, mais on vous demande de continuer à avoir des données qui remontent pour s'assurer que le produit ne dérive pas de ce qu'il avait été prévu initialement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. A priori, on a été suffisamment clair. Donc, écoutez, merci pour votre écoute et puis on se tient à votre disposition s'il y a besoin pour d'autres questions. Merci beaucoup.